Bonjour et bienvenue sur l'Interface, votre nouveau média en ligne et l'émission Grand Angle, l'émission qui se plaît à décrypter les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. Et au programme de l'émission du jour, trois grands sujets sur lesquels nous voulons débattre. D'abord, nous discuterons sur la pétition contre Bolloré signée à ce jour par plusieurs milliers d'acteurs du cinéma français et international pour comprendre ce qui est reproché à ce milliardaire. Et puis, à l'occasion de l'Aïd, fêtée aujourd'hui justement par toute la communauté musulmane, on discutera de la place des différents regards suite à l'observation de la progression de l'islam en France et dans la sphère publique. Et puis, pour finir, on parlera famille. Tous les derniers dimanches du mois de mai, c'est la fête des mères. On discutera sur l'évolution de ce rôle dans une société en mouvement. Et pour parler de ces trois sujets, je suis accompagné de formidables chroniqueurs comme d'habitude. Cynthia, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, et vous, Samuel? Je vais bien, merci beaucoup. Et Yann, bonjour, comment allez-vous? Ça va, pareillement. Alors, on entre dans notre premier sujet, un peu de contexte. On a juste au début du Festival de Cannes, plus de 600 membres de l'industrie cinématographique française Mhm. qui se réunissent pour signer une pétition contre la réalité selon laquelle le milliardaire français Vincent Bolloré est en train de prendre une place encore plus Oui, oui. prépondérante. Il était déjà en réalité patron du groupe qui détient Canal+, Mhm. mais a lancé également une offensive pour acheter à terme la totalité de UGC, qui est l'un des plus grands diffuseurs de cinéma français, mais aussi européen. Mhm. Quelques jours après, le patron de Canal, Maxime Saada, annonce le fait que l'ensemble de celles et ceux qui ont signé cette pétition seront donc en réalité mis de côté et exclus de tout projet de financement avec donc la dite société. Et là, phénomène qui m'a beaucoup surpris, on a vu une envolée du nombre de signataires qui est passé approximativement de 600 signataires à plus de 3000 à l'heure dont on est en train de parler. La première question, bon, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas membre de cette industrie. Mais si vous l'étiez, est-ce que vous aurez signé cette pétition, Yann, et pourquoi? Je pense que je l'aurais signé parce que la concentration au sein d'un même groupe, avec l'idéologie qui est assumée par son propriétaire, je pense que ça fait peser certains risques sur l'industrie. Et donc, je D'accord. pense que j'aurais été signataire avec les chers collègues. D'accord, ben, ça sera l'occasion de discuter justement à la fois sur ces fameux risques et cette Oui. idéologie dont on parle souvent. Mhm. Vincent Bolloré serait-il au service d'une idéologie? Euh, on se posera la question sur le plateau. Cynthia, vous aurez signé cette tribune? Je pense que comme Yann, bien sûr, j'aurais signé. Maintenant, moi, ce qui m'aurait motivé à le faire, c'est vraiment l'atteinte à la liberté d'expression, parce que lorsqu'on a une concentration comme ça Oui. par Oui. une seule personne, il y a une atteinte à ce droit qui est quand même fondamental et qui passe notamment par les médias, qui passe même par le cinéma. Donc, je pense que j'aurais signé. Après, c'est vrai que c'est pas facile de prendre ce genre de décision parce que tous les milieux sont fermés, entre guillemets, et donc connus et petits. Et donc le fait de voir le directeur de Canal+ prendre ce genre de position, ça montre bien qu'il y a des conséquences quand on Mhm. prend ce genre de position. Mais avec surprise, il y a plus de 3000 personnes qui sont de ce côté-là. Donc je pense que c'est un tournant aussi Ouais. dans ce milieu-là. Non, clairement, il y a une tentative de faire taire avec Ouais. sa réponse coup de poing. Mhm. Réponse qui a été très critiquée par l'ensemble de ceux, en tout cas, que j'ai eu l'occasion d'entendre. Mhm. Et je trouve, à cette époque de MeToo, par exemple, qu'il y a une tentative de faire taire, de rendre Ouais, bien silencieux sûr. les personnes qui ont signé, les signataires. Et c'est à ce moment-là que on peut passer à une nouvelle dynamique. Et donc, c'est plus de 3000 personnes qui ont 3000 signé euros. aujourd'hui, à l'heure où on enregistre. C'est beau. C'est beau. Et vous avez clairement pris position. Moi, ce qui m'interroge en réalité, c'est que les méthodes de Vincent Bolloré, on les connaît, Oui. puisqu'en réalité, voilà, si on refait une liste qui n'est même pas exhaustive, hein, Ouais. de ce qui est compris dans le groupe Bolloré et dans Vivendi, donc l'ensemble des marques qu'il détient de manière plus ou moins directe, avec un nombre de parts plus ou moins important. Dans les médias à télévision, on a Canal+, Mhm. CNews, C8 jusqu'à son arrêt au niveau de la TNT. Mais on a également dans la radio, dans la presse, avec Europe 1, avec le JDD. On a aussi maintenant dans l'édition, avec le groupe Oui. Fayard notamment, qui a édité un certain nombre de livres de politiciens plutôt centrés droite, extrême droite. Mhm. Et puis voilà, dans la musique, dans le divertissement, on sait qu'il a une participation majeure dans Universal Music. À chaque fois qu'il rachète un groupe, en réalité, c'est souvent les mêmes méthodes Mhm. avec une forme de radicalité qui est imposée dès le départ
Oui. pour pouvoir faire un premier tri, et puis ensuite une orientation idéologique, vous nous en parlez tout à l'heure, Yann. C'est quoi cette idéologie ou ces valeurs qu'on retrouve plus ou moins partagées dans les différentes entreprises qu'il Je possède? pense que le cas emblématique, c'est le JDD, Oui. avec dès son arrivée, la nomination de Geoffroy Lejeune, Mhm. qui est ancien directeur de Valeurs Actuelles, donc journal côté plutôt à droite. Et suite à cette nomination, cette imposition, on a vu une grève massive au niveau des collaborateurs du JDD, et j'avais vu dans les articles que près de 95% presque l'intégralité du groupe des collaborateurs avaient posé leur démission pour ne pas être associés à cette nouvelle orientation. Et donc c'est ça un petit peu son travail, c'est il arrive, il impose, et ensuite ceux qui sont pas contents, ils quittent le navire, et il fait remplacer ces gens-là par ceux qui sont conformes à son idéologie. On a souvent cette fronde et ces grèves qui arrivent. C'était le cas aussi sur CNews au démarrage, justement, de cette envolée qui en a fait pendant une bonne période le premier média en France en ce qui concerne les médias d'actualité en continu sur la TNT. Moi, j'aimerais revenir sur une subtilité dans votre discours. Vous avez dit, il a nommé, virgule, imposé. Oui. Alors, vous vous dites oui, mais est-ce que c'est pas tout à fait normal? Est-ce que c'est pas son rôle? Est-ce que c'est pas son droit le plus légitime en rachetant une entreprise que de nommer euh, la personne qu'il désigne pertinent pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il a fixés? Alors, d'un point de vue business, c'est tout à fait normal, c'est tout à D'accord. fait légitime. Ok. Ce qu'il fait, d'un point de vue business, c'est tout à fait entendable, et c'est Ok. même très respectable. En off, j'en discutais avec Cynthia, et d'un point de vue business, ce qu'il fait, c'est très fort. D'accord. Maintenant, d'un point de vue éthique, Mhm. d'un point de vue conséquence au niveau de la société, c'est ça le problème. Et la pétition, si vous voulez, c'est pas tant contre Canal et les sociétés qui rachètent, etc. C'est contre l'orientation qui est donnée. Et donc là, l'idée, c'est de posséder de bout en bout la chaîne de production, et ensuite pouvoir véhiculer son idéologie, sa manière de voir les choses, pour, si je puis dire, imprégner les pensées de la société. Et donc là, il y a interrogation. Mais sur le fait de nommer en tant que tel, non. Et puis Chacun qui rachète, on appelle ce phénomène une polarisation, hein. Oui. C'est ce qu'on a, c'est comme ça qu'on l'appelle. ça Donc a un nom. ouais, c'est un nom. Donc moi je pense que c'est l'intention avec laquelle c'est effectué, parce que on voit une éviction de la majorité des journalistes, un changement vraiment radical. Mhm. Alors ce qui est normal quand il y a un nouveau directeur ou quelqu'un qui possède le groupe qui est nouveau, effectivement. Mais il y a un non-respect pour moi de la charte journalistique à laquelle s'appuient les journalistes, donc la charte de Munich. En fait, il n'y a pas de liberté d'expression. En tout cas, je vais pas dire il n'y a pas, mais il y a une atteinte vraiment véritable de ce droit qui est quand même fondamental. Et quand on fait ce métier, on n'a pas envie d'être qu'il y ait une idéologie qui soit, je veux dire, imposée, et très subtilement, en fait, parce que Subtilement. non, pas Comme ça. subtilement dans le côté éditorial, mais subtilement, je veux dire, le rachat de tous ces groupes, il est fait petit à petit, Ah et oui. on s'en rend pas compte que, même pour le commun des mortels, hein, le citoyen lambda ne se rend pas compte qu'en fait, la majorité, enfin, pas la majorité des médias, mais une grande partie Oui. commence à être possédée par une seule personne, en fait. Et je rebondis sur ce que Samuel vous disiez. Subtilement, je pense qu'il y a une subtilité, parce que quand vous dites ça, alors on pense à CNews, et on se dit, Oui, bon, on se dit non, c'est pas subtil. c'est évident que CNews, etc. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, le travail de Bolloré, à mon avis, c'est un travail qui marche, dans le sens où, enfin, je fais une parenthèse, mais je lisais sur le sujet on va enchaîner tout à l'heure, sur l'islam en France. Mhm. Les Français pensent qu'il y a 40% de musulmans en France. Mhm. Et je pense que cette perception-là vient du fait que dans les médias, et donc notamment dans les chaînes qui sont tenues par Vincent Bolloré, je pense qu'il y a du bruit, beaucoup de bruit autour Oui. de l'islam et autour des montre que musulmans. ce Et sujet-là, donc oui. on a l'impression que en fait, les musulmans sont partout, alors que en fait, dans les faits, ils sont entre 7 et 10% de la population. Mhm. Donc, et je pense qu'il y a quand même un travail qui fonctionne. CNews, c'est le haut de l'iceberg, mais je pense qu'il y a tout un travail dans le cinéma, dans les petits films, tout ça, ça fonctionne tranquillement. Il fait son Et son même chemin. dans la volonté
d'influencer même les élections présidentielles. Je sais qu'en 2022, c'était vraiment aussi son but. Il y a vraiment eu un soutien fort de sa part par rapport à Éric Zemmour. Et vraiment, sa volonté, c'était de pousser vraiment. Son candidat. Oui, et donc d'amener une influence, parce que les médias influencent même les votes, en fait. Quand on nous sort des sondages, l'élection présidentielle, elle est même pas encore là, on nous dit que c'est Zemmour qui va gagner. Effectivement, ça influence, même si nous, on s'en rend pas compte en tant que citoyen lambda. Donc je pense qu'il y a quand même Ouais. une subtilité et une attente, en fait, à ce travail journalistique. Alors, justement, par honnêteté journalistique, c'est important de mettre un point sur la table. On en avait parlé un jour sur ce plateau, Oui. sur le fait que, notamment sur ces questions-là, Mhm. l'homme dont on est en train de parler, Vincent Bolloré, a été auditionné Oui. à plusieurs reprises d'ailleurs, hein, au moins chaque année, il est invité à se présenter à une commission d'enquête parlementaire, et on l'a interrogé sur le fait, à travers, si on prend le cas de CNews, on reviendra sur le cinéma après, à travers une chaîne qui bénéficie de droits de l'État pour pouvoir émettre sur les canaux de la TNT, faire avancer une idéologie qui lui est propre et qui lui est personnelle. Et au final, à ce moment-là, il a tenté d'expliquer avec des arguments qui étaient quand même recevables. Il n'a pas la main sur toutes les décisions, toutes les orientations, tous les sujets abordés dans tous les médias. Oui. Que lui, il se considère comme un chef d'entreprise qui, d'un point de vue business, rachète des parts à gauche, à droite, investit à gauche et à droite, et qu'ensuite, il y a des milliers et des milliers de salariés qui prennent les décisions qu'ils veulent. Alors, je ne suis pas en train de Je pense dire que qu'il- cet argument est bon. Il nous prend pour des jambons. Je pense que il nous raconte des salades. Je pense que toute la chaîne de transmission est à l'image du propriétaire. Et faut pas qu'il nous raconte des salades. Je pense que si demain CNews ou un média détenu par Vincent Bolloré voulait faire une réelle enquête de terrain sur les agissements de Vincent Bolloré au sein de ces sociétés, je pense que ce serait très logiquement censuré. Et je pense que la réaction de Maxime Saada montre la dynamique qui fait que même si c'est pas Maxime Saada n'est pas Vincent Bolloré, la réponse de Maxime Saada est en cohérence avec la pensée de Vincent Bolloré. Alors, on peut, dans tous les cas, renvoyer chacun de nos auditeurs, notamment pour ceux qui le souhaitent, sur cette commission d'enquête, sur la Oui, commission des fréquences effectivement. TNT, avec comme rapporteur Aurélien Saint-Toul, dans laquelle il y a cette fameuse audition, dans laquelle il est mis face à ces différents arguments et il y répond avec ce qu'il pense être bon. Alors, on est face à un capitaine d'industrie, d'un point de vue business. Il a réalisé un certain nombre d'exploits d'un point de vue purement commercial et financier. Bien sûr. L'éthique, on n'en parle pas ici. Vous êtes ici en train de présenter le fait que c'est pour vous problématique, qu'un certain nombre de plateformes d'expression aussi importantes dans une société que la presse écrite, la télévision et maintenant le cinéma sont entre les mains d'une seule personne qui a des idées qui lui sont singulières. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Voyez-vous des solutions dont vous pouvez nous parler qui permettraient d'apporter un peu plus de clarté et un peu plus d'honnêteté dans la démarche? Je pense que potentiellement des solutions juridiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même Vincent Bolloré, lorsqu'il rachète ces médias-là, il le fait sous plusieurs holdings, etc. Donc il est pas, il est pas dans l'illégalité en fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc si il y a quelque chose à mettre en place, ce serait peut-être vraiment un arsenal juridique plus fort qui permettrait de mettre en exergue le respect de la liberté d'expression et donc du travail des journalistes et donc qu'il n'y ait pas de biais. Maintenant, entre l'atteinte à ces droits-là et le capitalisme prend le dessus. Donc je pense que à ce niveau-là, ce serait un peu compliqué en fait clairement de faire ces lois-là parce qu'en fait là c'est de l'économie, on parle de business. Donc il a fait légalement tout ce qu'il devait faire. Donc Ouais, je suis d'accord avec vous sur le volet au niveau des journalistes, mais je pense qu'il y a aussi un volet sur un arsenal juridique autour des concentrations monopolistiques ou oui. oligopolistiques qui justement devraient lutter contre la possibilité pour un milliardaire, je dis n'importe quoi, hein, mais si demain le patron de Tesla, Elon Musk, commence à s'intéresser à l'environnement médiatique français et qui décide de tout racheter sous prétexte qu'il peut le faire financièrement, on a un problème. On a un problème, Et oui. donc, à mon avis, il faudrait mettre en place les garde-fous pour éviter les concentrations au sein d'une seule et même personne. On a notamment
c'était un sujet qu'ils portaient déjà, mais qu'ils ont remis encore sur la table ces derniers jours, le groupe parlementaire de la France Insoumise, qui a déjà déclaré qu'en cas d'accession au pouvoir, il mettrait en place un arsenal, comme vous le dites, notamment législatif, pour pouvoir réguler ce sujet et empêcher tout monopole sur les thématiques des médias. Et ils ont dit, en tout cas, qu'ils disloqueraient complètement l'empire Bolloré. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est ici face à une ingérence de l'État, face aux règles du business et de l'entrepreneuriat? Ou est-ce que l'État doit réguler ces questions-là au point de démanteler un empire qui est déjà constitué finalement? Si on estime qu'il y a une atteinte trop grande, euh, parce que c'est dans le bloc de constitutionnalité, en fait, la Convention européenne des droits de l'homme, donc en fait, c'est vraiment important. Et pour moi, c'est une question qui dépasse juste l'économie. C'est vraiment un droit fondamental. Donc, si on estime que ça dépasse ce droit-là, oui, moi, je pense il faudrait le mettre en place. Maintenant, comme je le dis, c'est un problème de priorité aussi. C'est un problème de priorité. Et je pense qu'on se rend pas compte de l'atteinte que ça porte aussi, finalement, même en tant que citoyen. Mhm. Là, je suis tout à fait d'accord. Non, en termes d'influence, je pense que cette concentration est problématique. Et donc, à mon sens, c'est le rôle de l'État, justement, d'intervenir pour que cette influence soit limitée. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que cette influence, pour vous, vous avez l'impression qu'elle porte ses fruits. Oui. Et puis d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, CNews a été, jusqu'à quelques mois maintenant où les choses ont changé, première chaîne d'infos en continu de France. Ouais. Et vous avez fait un lien avec un sondage d'une impression de la population française que Ouais. 40% seraient musulmans. Donc, on fait cette fameuse transition vers notre deuxième sujet avec Oui. l'Aïd qui est fêté aujourd'hui par les musulmans. Alors, première question que j'ai pour vous, Yann, est-ce que vous avez déjà acheté le mouton pour célébrer l'Aïd? Non, non, je me réjouis avec mes amis musulmans qui vont fêter cette grande fête, la grande fête comme on l'appelle en traduction française, mais je ne pratiquerai pas l'abattage rituel de ce mouton. D'accord. Et on salue effectivement toutes celles et ceux qui célèbrent Oui. l'Aïd et qui se réjouissent ensemble sur ce sujet. Ce chiffre qu'il a donné, Yann Sincha, il vous interpelle. L'impression des Français que 40% seraient musulmanes. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Est-ce que peut-être, Yann, on a le chiffre exact finalement, même si aujourd'hui en France, les sondages sur les questions religieuses sont assez contrôlés, voire Oui, on peut pas interdits, mais vraiment. Sur la population musulmane? les sondages sur toutes les thématiques qui peuvent être interprétées comme Oui, oui, mais discriminantes. on a les chiffres, hein. Mhm. L'INSEE a produit des chiffres. Les derniers chiffres D'accord. que j'ai vus, ça date de 2025. Ok. Et la population musulmane est estimée à entre 7 et 10%. Ok, donc on passe de 7 et 10% réels à 40% perçus. Ouais. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont si présents que ça? Moi, quand je suis dans la vie réelle, pas tant que ça, pas de manière exacerbée. Maintenant, effectivement, dans les médias, comme disait Yann, ça m'étonne pas parce qu'on montre une certaine vision aussi de cette communauté-là, que ce soit au niveau des délits, quand on parle de ce qui peut se passer au niveau judiciaire, ou quand on parle de l'islamisation de la France, c'est le terme maintenant. Oui, on montre, quand on montre plus quelque chose, effectivement, c'est perçu par la population comme étant quelque chose d'omniprésent. Quand Mhm. on parle à certaines personnes dans certains villages français, ils ont l'impression que la France, elle est en train d'être gagnée par les musulmans. Donc en fait, c'est juste une impression. Alors, ce terme islamisation il revient beaucoup. Oui. Euh, et lorsque certains utilisent ce vocabulaire, je ne sais pas si vous partagez ce terme déjà d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que la France est en train de s'islamiser? Pas du tout un terme que j'aurais utilisé pour ma part. D'accord. Et justement, pour faire le lien entre le précédent sujet, je pense que on nous fait regarder dans une certaine direction. Oui. Et c'est en cela que je dis que le travail de Monsieur Bolloré et de ceux qui pensent comme lui fonctionne, puisque je pense que dans les faits, les chiffres le montrent. Ça, il y a pas lieu de parler d'islamisation. Alors, je vais reformuler maintenant ma question en plaçant les éléments Mhm. de contexte qui permettent à certains d'utiliser ces outils de langage. On va parler de l'alimentation halal qui est aujourd'hui de plus en plus présente. Oui. Aujourd'hui, dans certaines écoles, Mhm. dans les clubs de sport, dans le milieu associatif. On a également, certes, bien évidemment, disons, des chaînes de restauration rapide qui sont aujourd'hui extrêmement orientées vers ce type d'alimentation. Et puis, lorsqu'on va dans certains coins du territoire, on peut constater également que beaucoup des boulangeries aujourd'hui
sont rachetés ou récupérés par des personnes qui semblent être, en tout cas, héritiers de l'immigration avec, il faut le dire, moi, c'est quelque chose que j'ai observé, un certain nombre de pâtisseries bien traditionnelles qu'on avait l'habitude de trouver, remplacées par d'autres. Le port du voile, Mhm. que certains aujourd'hui trouvent mal opportun. Est-ce que pour vous, ces éléments-là, qui semblent être de plus en plus visibles, et je donne un dernier exemple, je me suis baladé dans une chaîne de distribution très importante, hein, que je ne vais pas citer, un grand groupe de distribution français, et j'ai vu tout un rayon destiné à la communauté musulmane. Mhm. Est-ce que pour vous, si vous n'utilisez pas le mot islamisation, est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'il n'y a pas un phénomène qui prend place, mais est-ce que ce phénomène-là Non. existe et Moi, est-ce qu'il est mauvais? je poserai la question, quel est le problème? Mhm. Alors, moi, c'est ça le problème. On parle sur le point de vue alimentaire, par exemple. Oui. On dit les chaînes halal, les rayons qui sont dédiés, etc. Est-ce qu'on fait le même procès pour une autre tendance actuelle, par exemple le véganisme? Oui. Bien Aujourd'hui, sûr. dans les centres commerciaux, à Carrefour, il y a un rayon dédié pour ceux qui mangent vegan. Mhm. Est-ce qu'on fait le procès de ces gens-là? Il y a une véganisation de la société et ça pose problème, etc. Je ne pense pas. Aujourd'hui, pour reprendre les exemples que vous avez cités, vous parliez des boulangeries qui sont rachetées, a priori, hein, parce que ça reste à prouver statistiquement, mais qui sont C'est une rachetées. observation Oui, empirique. voilà, exactement. Une observation qui sont rachetées par la population musulmane. Moi, dans mon enfance, je me rappelle que il y avait tout un tas de boutiques qu'on appelait les Oui. épiciers, qui étaient détenus par la population indienne. Oui. On disait même qu'on allait chez l'Indien. Carrément, c'était le raccourci pour parler de ces communautés-là. Est-ce qu'on a dit qu'il y a une indianisation de la société, ce genre de choses-là? Est-ce que c'est problématique qu'une population investisse un secteur, ça fonctionne et que ça marche bien? Moi, je pense que en fait, c'est purement commercial aussi. Le fait que les fast-food, par exemple, soient maintenant halal. En fait, tout simplement, parce qu'en fait, pour les personnes clairement, qui mangent halal, en fait, ils ne pouvaient pas aller dans ces fast-food-là. Mhm. Donc là, le fait d'être halal en tant que fast-food, ça ouvre vraiment, en fait, économiquement, 10% de la société. voilà, c'est énorme pour eux. Donc je pense que c'est d'abord économique avant d'être une idéologie ou une de gauche. islamisation. Maintenant, par rapport aux rayons, par exemple, dans les magasins, je pense que la question s'est posée parce que certaines communautés estiment que quand c'est les musulmans, on fait des rayons spécialisés pour eux, mais quand c'est d'autres communautés, par exemple, même à l'école, quand c'est l'Aïd, bah, c'est reconnu ou c'est accepté que beaucoup d'élèves musulmans ne seront pas là. Mais par exemple, quand c'est d'autres fêtes, par exemple pour d'autres communautés religieuses, on n'a pas l'impression de voir ce même mouvement. Donc je pense qu'ils ont l'impression qu'il y a un décalage ou qu'il y a, je sais pas, quand c'est les musulmans, peut-être on l'accepte mieux. Non, moi je suis pas d'accord, pas du tout même. Pour ce qui est des jours d'absence Mhm. des élèves pour l'Aïd par exemple. Nos amis musulmans n'ont que 2 jours de fête, l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr. Mhm. Et ces 2 jours, les chrétiens, en termes de jours fériés, Mhm. ils ont tout un tas de jours fériés Et tous et fériés. voilà, ils sont fériés pour qu'ils puissent célébrer ces fêtes. Et donc, moi, personnellement, moi, ça ne me pose aucun problème Mhm. en tant que croyant que Mhm. pour 2 jours d'absence Mhm. dans l'année, des élèves participent avec leur famille à Mhm. ces célébrations religieuses et qu'ils soient absents ces jours-là. Enfin, j'ai envie de dire, il faut être juste dans le jugement qu'on pose, dans le sens où il y a tout un tas de populations, enfin, tout un tas de jeunes qui s'absentent pour des événements qui ne sont pas tout à fait religieux, mais pour des événements qui leur tiennent à cœur. Mhm. Par exemple, bientôt c'est le concert de BTS. Il y a des jeunes qui vont s'absenter pour aller à ce concert-là. Est-ce qu'on va dire que oui, c'est problématique, pourquoi ils sont pas là, etc. Les Effectivement. musulmans, c'est 2 jours. Excusez-moi, moi je trouve pas ça problématique. Alors, j'ai deux questions par rapport à ce que vous dites. Je l'avais posé la première sur ce plateau-là, et j'aimerais avoir maintenant votre avis, parce que vous n'y étiez pas ce jour-là. Aujourd'hui, le nombre de jours fériés chrétiens est très important. Oui. Alors, de tête, on a Pâques, on a l'Ascension, on a la Pentecôte, Ouais. on a Noël, Mhm. etc., etc. Alors, la France, aujourd'hui, officiellement, est un pays laïque. Oui. Mhm. Peut-être de tradition chrétienne, mais laïque. Mhm. Mhm. Est-ce que cette impression d'injustice, pour employer le mot que vous avez utilisé, devrait pour vous nous emmener à nous questionner soit
sur l'intégration de jours fériés liés au calendrier musulman, bien que changeant puisque liés sur le soleil et la lune, ou de retirer, par souci d'équité, les jours fériés de tradition chrétienne. Bah, je vais vous proposer deux réponses. Il y a la réponse en tant que chrétien. Je suis situé dans ma réponse. Donc, en tant que chrétien, je me réjouis qu'il y ait des jours marqués, que tout le monde puisse avoir en tête qu'il y a des événements chrétiens et donc il y a du christianisme dans la société dans laquelle nous sommes. Maintenant, d'un point de vue laïque, D'accord. j'ai effectivement des questions sur le fait qu'il y ait tant de jours fériés. En termes de proportion, je pense que le nombre de jours fériés chrétiens est supérieur même au nombre des autres jours fériés. Et donc, en termes de proportion, je me pose la question si, par rapport à d'autres communautés, donc nos amis musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, etc., est-ce qu'il n'y a pas une inégalité, une injustice dans le fait que les chrétiens aient autant de jours fériés et pas les autres? Allez-y. Je suis pas forcément d'accord parce que effectivement le pays est laïque. Donc Oui. il devrait y avoir une sorte d'équité à ce niveau-là. Oui. Maintenant, moi je pense que la tradition quand même prend le dessus, la tradition du pays dans lequel on est. Et donc du coup, je trouverais ça quand même limite de demander à ce que des jours comme l'Aïd soient considérés comme fériés aussi en France, alors qu'en réalité, la tradition, elle est pas musulmane. J'ai Donc, pas dit ça. Moi, justement, parce qu'il y avait le débat à un moment donné d'entrer ces jours-là comme des jours oui, fériés. mais alors moi, pour moi, là où c'est compliqué, c'est que si on commence à ouvrir On l'Aïd va le comme faire jour férié, continuer. voilà, il faut Mhm. que tout le monde soit considéré. Donc pour moi, la solution la plus simple, c'est de banaliser les jours fériés comme n'étant pas des jours religieux, mais comme étant des jours lambda, et donc les décorréler des événements religieux de l'une ou de l'autre communauté. Expliquer ça, moi je suis pas sûr d'avoir compris. Moi, mon propos, c'est de dire, aujourd'hui, il y a tout un tas de jours fériés pour les chrétiens. Mhm. Et donc, pour moi, la solution la plus simple, ce serait de décorréler les jours fériés des événements religieux de chaque communauté. Ok. Et donc, pour pas qu'on m'associe Donc on à... catégoriserait pas ce jour férié-là comme étant dédié à Pâques. Voilà, Ce serait plutôt un exactement. jour férié. Mais ce serait faut pas... changer la date. Voilà, exactement. D'accord. Là, je suis vraiment en train de réfléchir. La Hein. proposition. Ouais, c'est une Oui. proposition, il n'y a rien de figé dans le marbre. Je ne dis Ok. pas que c'est ça qu'il faudrait faire, mais Ok. pour qu'il y ait une certaine équité et laïcité cohérente, il faudrait décorréler les jours fériés des jours des événements de chaque communauté. Et donc comme ça, on a nos jours fériés. Chaque communauté a ses fêtes et il n'y a pas de rapport d'injustice et de discussion comme on est en train d'avoir aujourd'hui. Yann, vous avez dit tout à l'heure que vous avez deux réponses. Oui. La réponse en tant que personne s'identifiant à la foi chrétienne Oui. et personne s'identifiant au pays laïque dans lequel il est. Mhm. Pour moi, c'est important de vous poser la question de savoir s'il y a un choix à faire. Oui. Demain, vous êtes au pouvoir. Quelle est l'idée que vous allez mettre en avant? Pourquoi? Wow. Parce qu'en réalité, c'est exactement le sujet de Vincent Bolloré qui est un catholique qui ne se cache pas. Mhm. Et derrière l'ensemble des idées qu'il est en train de mettre en avant ou qu'on l'accuse de mettre en avant, qui sont notamment contre une forme d'islamisation de la société, pour reprendre leur terme, ce sont des valeurs chrétiennes qu'il souhaite défendre. Mhm. Quel est votre avis là-dessus? Ça se discute totalement et encore une fois, je Est-ce pense que que vous êtes le prochain Vincent Bolloré? ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais je pense que j'avais déjà eu l'occasion d'expliciter un tant soit peu ma pensée à ce niveau-là. Gouverner un pays, ce n'est pas gouverner une église. D'accord. Ok, donc la Oui. population française est disparate et tout le monde n'est pas chrétien. C'est Et donc, important ça, je le dis. imposer le christianisme à des gens qui ne sont pas chrétiens, pour moi, c'est un non-sens. Et donc, en tant que président, si je l'étais, mon objectif, ce serait clairement pas d'imposer la vision chrétienne de la société, mais de trouver des arrangements qui permettent la cohésion du pays. Cynthia, j'aimerais vous entendre aussi sur cette question. Mhm. Demain, vous êtes la première femme présidente de la République française. Waouh. Ou alors, capitaine d'industrie comme Vincent Bolloré. Mhm. Est-ce que vos convictions chrétiennes vous pousseraient à mettre en avant cette idéologie, ces valeurs, ces pratiques, cette tradition, Mhm. en réalité, en entrant jusque dans une forme de clash Mhm. vis-à-vis d'autres membres de la population française? Bah, je pense qu'à partir du moment où on se décrit comme étant un État laïque, on ne peut pas forcément
rentrer dans ce jeu-là. Déjà, si j'étais présidente, voilà, je sais pas si ça va arriver, mais Je vous le souhaite. Euh, je pense comme Yann au niveau d'imposer une religion, je pense que c'est pas correct et que voilà, je sais pas comment on pourrait l'appeler, hein, imposer la religion chrétienne en France, mais je ne pense pas que ça peut être possible à l'échelle de la population. Moi, je pense qu'il faut un respect de toutes les religions et c'est pas quelque chose que je voudrais imposer, en tout cas la religion chrétienne pour tous. Maintenant, je crois quand même que dans l'histoire du pays, le fait de même la proposition de Yann de garder les jours fériés mais d'enlever le pourquoi c'est un jour férié, pour moi ça enlève aussi à enlever un peu l'histoire derrière. Donc ok, on a un pays laïque, mais laïcité ne veut pas dire qu'on enlève l'histoire. Laïcité, c'est juste que chacun est libre d'exercer sa religion et que il n'y a pas une religion d'État. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas une religion d'État que on enlève l'histoire derrière. Donc moi j'aurais du mal à enlever le pourquoi par exemple de ces jours fériés, mais on garde le pourquoi de ces jours fériés, on garde Noël, etc. Mais tout en permettant aux personnes qui font l'Aïd aussi de ne pas se présenter, que ce soit à l'école ou autre. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et aujourd'hui, le prochain sujet, ce sera la fête des mères. Oui. C'est dans l'histoire française, on fête cette fête d'année en année. Oui. C'est pas un jour férié. Non. Donc, on pourrait très bien trouver le même procédé avec Pâques, la Pentecôte. Ce sont des fêtes qui sont marquées dans le calendrier français. Ce ne sont pas forcément des jours fériés. Et tout le monde est content. C'est en fait changer les jours fériés. Et encore vraiment, là, on est vraiment dans une discussion. C'est pas pareil, la fête des mères et Noël, etc. Pour toi? Non. Pour même au niveau de la nation, je veux dire, historiquement, est-ce que la fête des mères a plus impacté que l'histoire chrétienne de la France? Non, mais, ouais, Pour moi, ça n'a pas de... Je prends la dernière fête chrétienne qu'on a célébrée, c'était l'Ascension. Mhm. Aujourd'hui, tu discutes avec même les propres chrétiens, hein, c'est leur propre fête. Tu leur discutes de l'Ascension, ils sont même pas au courant de ce que c'est et de quoi il s'agit. Donc, Bon, ok. voilà. Non, ça je l'entends. Mais moi en fait, ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on parle de laïcité, c'est comme si l'historique derrière est un peu Oui, effacé. je suis d'accord. Et ça, je suis pas Il faut faire attention. Non, je suis pas forcément d'accord il faut être avec très ça. pragmatique et très minutieux là-dessus. Et effectivement, je suis d'accord. Il faudrait pas tendre vers un effacement des religions. Eh bien, figurez-vous, il y a un livre que je vais recommander, qui va peut-être vous surprendre. C'est le dernier livre d'Éric Zemmour. Donc, oui. La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien. Je me suis procuré ce livre pour comprendre un peu plus en profondeur ce que pense cet individu qui avait quand même pignon sur rue sur les médias dont on était en train de Ouais. parler et qui est l'un des rares politiciens, dans la sphère médiatique on en parle beaucoup, mais l'un des rares politiciens à se saisir de cette question religieuse et de cette question qu'il appelle lutte civilisationnelle entre Il instrumentalise Politicien, un peu. le mot est fort. Oui. Hein. avec des aspirations politiques. Oui, voilà. Mais justement, c'est très bien ce dont vous faites parce que finalement, bon, je me garde mon analyse lorsque j'aurai fini le livre, hein, mais ce qui m'a beaucoup interpellé sur ce livre, c'est cette barrière qui n'est pas assez claire entre la question politique et la question philosophique, sociologique ou historique. C'est-à-dire que pour moi, qu'on puisse dire que une nation, pour perdurer, une civilisation, pour être forte, doit être attachée à sa tradition, à sa culture. Moi, je peux l'entendre, et c'est un débat qui peut se faire. Mais sur la question politique, effectivement, les textes aujourd'hui de notre pays sont très clairs. La France, elle est un pays laïque. Ok. Alors, le problème pour moi, c'est lorsqu'on veut se saisir de l'outil politique pour atteindre des objectifs qui sont sociologiques, qui sont philosophiques, qui sont historiques, liés à cette fameuse lutte de civilisation. Et c'est là où, pour moi, il y a cette tension. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'une personne puisse dire qu'à un moment donné, l'islamisation de la France, comme il appelle, ou en tout cas une expression plus visible de la communauté musulmane au détriment, selon leur logique, de l'expression de la culture historique française amène un danger, je peux l'entendre et le débat peut se prendre, mais qu'à aucun moment ce débat n'entre dans la politique parce que là, ça serait instrumentaliser l'appareil de l'État à des fins qui sont en réalité contre des membres de la même population qu'on est censé défendre. Bah, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, il y a une différence entre un chrétien qui fait de la politique et une politique chrétienne. Oui. Pour moi, c'est pas la politique chrétienne,
n'est pas compatible ni avec le pays dans lequel on est, donc la France qui est un État laïque, et ce n'est même pas compatible avec les Écritures, avec la Bible, qui doit servir de base à ce raisonnement. Mais un chrétien qui fait de la politique, là, c'est tout autre chose. Et c'est pour ça tout à l'heure que je proposais deux réponses. Il y a mes réponses en tant que chrétien, comment moi, en tant que chrétien, ça me va très bien qu'il y ait des jours fériés, et en tant que pseudo-politicien, bah forcément, je ne pourrais pas réfléchir comme quelqu'un qui est en train de faire des campagnes d'évangélisation. Je pense qu'il y a une confusion entre, pour revenir au sujet que vous disiez, entre l'islamisation, enfin, pour eux, l'islamisation, à mon avis, c'est la radicalisation, entre guillemets. Il y a vraiment une confusion parce que, en soi, c'est pas un problème tout ce que vous dites. Mais si aujourd'hui le débat est là, c'est parce ils ont l'impression, en tout cas ce courant de pensée, que l'islamisation de la France, entre guillemets, ça amène une forme de radicalisation. Et en fait, il y a une confusion entre ce qu'est être musulman et ce qu'est être radicalisé. C'est pas la même chose, en fait. Et je crois que c'est ça la crainte, d'après ce courant de pensée-là, à cause des événements qui ont pu avoir lieu, mais pas par des personnes qui se basaient effectivement sur les textes sacrés musulmans, mais qui étaient fondamentalement radicalisés. Donc, je crois que en réalité, il est là le souci, et que pour eux, imprégner plus le côté chrétien, ça éviterait de basculer dans ce côté-là. Donc finalement, c'est pas l'islam le problème en soi, mais c'est le côté de radicalisation et tout ce que ça peut entraîner. Eh bien, vous dites quelque chose d'important. Bah, du coup, je vais en profiter pour citer un deuxième livre qui permet certainement de pouvoir redéfinir les termes. Parce que c'est ça l'enjeu qui est très important. C'est un livre de Saïd Oujibou. Oui. Du coup, lettre à propos de l'islamisme, l'islamophobie et l'islamophobie. Et il fait notamment ce travail, en tout cas très important, de définition des termes, C'est ça, en parce que cette confusion, aujourd'hui, elle est extrêmement dangereuse. Je propose d'atterrir sur ce sujet, sur une question. J'avais suivi une émission qui abordait cette thématique avec un public, et puis on permettait au public de poser la question. Et puis, une femme, justement, qui se revendique de confession musulmane, elle commence son propos en disant « Monsieur, vous n'avez pas idée combien est violent votre discours pour une personne qui la reçoit avec une foi musulmane. » Ouais. Alors moi, le mot et la question, c'est quel est le discours aujourd'hui que vous pouvez adresser à un membre s'identifiant comme étant musulman, pleinement ancré dans les valeurs républicaines, qui fête l'Aïd aujourd'hui, ou si suit la vidéo plus tard qu'il a fait il y a quelques jours, et qui constate tout ce débat, cette agitation, non pas toute la population française, mais d'une partie de la population française, qui peut créer cette tension aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Je commencerai par Aïd Moubarak, joyeuse fête. Et ensuite, malheureusement, j'ai l'impression que nos amis musulmans sont quand même habitués à cet acharnement. Et donc, je leur souhaite bon courage et de tenir bon dans cette perspective. Mais malheureusement, je déplore effectivement les amalgames, les mélanges et l'acharnement qui est fait sur toute cette partie de la population, qui quand même, 10% de la population, c'est la deuxième religion en France quand même. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Non, moi je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir à fêter l'Aïd, à être musulman, bien au contraire. Maintenant, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire aussi auprès des populations qui sont abonnées à ces chaînes d'information totalement biaisées. Et voilà, de définition des termes. C'est important, on utilise les termes, même en dehors de ce domaine-là, hein, d'islamisation ou autre, on utilise les termes sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Donc il y a vraiment une pédagogie à faire là-dessus, et je trouve que ce serait vraiment intéressant que les gens sachent ce qu'est être musulman et ce qu'est être radicalisé. Après, ouais, bon, c'est le mot de la fin, donc il n'y a pas de... Mais je pense que ça, c'est l'idéal. Oui. Après, je pense que ceux qui consomment vraiment ce contenu et qui s'en nourrissent, ils sont pas là pour chercher à réfléchir la nuance. Ils cherchent pas la nuance. Ouais, non, je pense que ça leur Non, va ils très sont en bien. mode quand il y a un problème, c'est toujours Voilà, les mêmes. Oui, c'est voilà, encore eux. Voilà, c'est Hein. c'est ça en fait. Mais bon, moi, en fait, je trouve que ok, c'est l'idéal, mais même en tant que musulman, voilà, c'est des personnes qui sont dans le milieu du travail, c'est des personnes qui sont dans la vie citoyenne. Donc parfois, ils sont face à des propos qui sont assez violents pour eux. Et je pense que la personne qui est violente, parfois, elle a tellement été éduquée et imbibée dans ça qu'elle n'a pas l'information. Et je pense que parfois,
prendre le temps d'expliquer ce que c'est d'être musulman et ce que ce n'est pas d'être musulman, ça peut permettre aussi aux gens d'avoir vraiment une réelle vision, une discussion. En fait, dans la discussion, on apprend plein de choses. Ah, tout à fait d'accord. Donc, Toutefois, on a parlé de nuances, alors Oui. celles et ceux qui en cherchent, le média en ligne, l'interface est là Exactement. pour vous proposer du contenu nuancé, que vous pourrez consommer bien évidemment sans modération, mais auquel vous êtes aussi invité à participer. D'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de le rappeler. Vous souhaitez venir, intervenir sur le plateau, faire partie de cette belle équipe de chroniqueurs. Vous pouvez écrire un mail à notre adresse institutleberretrouge@gmail.com. L'Institut Le Béret Rouge, c'est l'association qui porte le média, ou vous pouvez aller directement sur notre site internet leberetrouge.fr et vous trouverez les moyens d'entrer en contact avec nous. On se fera un plaisir avec les collègues appropriés d'étudier vos profils pour qu'on puisse être encore plus nombreux à cette table et représenter surtout les différents avis, opinions, sensibilités que peuvent contenir la diversité de la population française. Alors, on va aller sur notre troisième et dernier sujet du jour. On va parler des familles. Ouais. Et finalement, les familles, c'est un sujet dont on a parlé sur les dernières émissions. Et moi, j'aimerais d'abord qu'on introduise ce sujet de la fête des mères à travers une question qui a été l'objet d'une autre émission, celle sur les nouvelles formes de famille. On avait parlé sur le fait qu'aujourd'hui, la société française a de plus en plus de familles présentant une forme différente du modèle dit traditionnel par certains de papa, maman, enfant. On parle ici de couples du même sexe, on parle également de familles monoparentales, on parle aussi de familles recomposées, et puis toutes les autres formes d'expression familiale que les contextes de vie ou les décisions auront permis d'emmener. Ma première question, vous, c'est quoi votre regard sur ces nouveaux modèles qui sont de plus en plus nombreux? Bah, enfin, pour ce qui est de la famille monoparentale, de ce que j'en sais, la majorité des familles monoparentales, c'est suite à séparation. Donc, c'est pas du fait de la mère ou du père de construire une famille qui se veut monoparentale. C'est pas... Donc, pour moi, il y a une différence quand même à faire entre les situations désirées Oui, et les situations subies, tout à fait. pour commencer. Et ensuite, la société évoluant comme c'est le cas, on l'a peut-être pas précisé sur le précédent titre, mais la croyance, la spiritualité qui a le plus d'essor en France, c'est pas l'islam et c'est pas le christianisme ou d'autres religions, mais c'est l'athéisme et l'agnosticisme. Et donc, ceci étant, je pense que se dégageant de tout carcan religieux, de tout fondement spirituel, ceci explique en partie les nouvelles méthodes, les nouvelles organisations, les nouvelles familles de notre époque. Je pense que c'est le miroir aussi de notre société. Et donc, voilà, une société où on accepte aussi les nouveaux modèles. Donc, forcément, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Je pense qu'ils ont quand même toujours existé, en tout cas les familles monoparentales. Je pense que ça a toujours Oui, été le cas. Quand on perd son mari, par exemple, et qu'on devient veuve, on est une famille monoparentale aussi. oui. Donc, effectivement, ça existait. Maintenant, il y a quand même une multiplication de ce type de modèles. Et je pense que ça donne quand même une certaine instabilité. Moi, je sais que ça a été discuté sur ce plateau, nous on n'était pas là, mais c'est vrai que je rejoignais beaucoup ce qui était dit par l'un des chroniqueurs, qu'il y a une instabilité aussi au niveau de la société parce que les familles sont quand même instables et qu'il n'y a pas une représentation voilà, équilibrée de la mère et du père dans les nouveaux modèles, on va dire. Ah, je nuancerai quand même. Encore une fois, hein, je me positionne toujours du point de vue de ce dont on est en train de parler. Et pour en avoir écouté certains à travers des podcasts, je pense que il y a des modèles qui sortent du schéma papa, maman, enfant. Et pour autant, ce que vous décrivez comme étant des risques ne les concerne pas. À savoir un modèle paternel, masculin,
ils Ok. en ont. Un modèle féminin, ils en ont. Mhm. Et pourtant, ils sont pas dans un schéma Un papa, modèle maman. féminin autre que la mère, c'est ça? Exactement. Donc, à travers des amis, à travers des tantes, à travers des marraines. Pareil pour côté masculin, à travers des parrains, des Oui. tontons, etc. Et donc, si Après, c'est pas. un substitut, ce n'est pas la mère, ce n'est pas le père. En fait, on condamne pas hein, ce type de modèle, ça arrive. Et de toute façon, on n'est pas maître totalement de nos vies, ça peut arriver. Par contre, après, il faut être conscient quand même que, moi, je pense en tout cas hein, que c'est pas l'idéal. Alors, je veux vous interpeller, parce qu'on parle d'idéal, on a Mhm. l'impression pour vous, Cynthia, qu'il y a des contraintes qui peuvent emmener dans certains contextes, et puis on fait avec. Oui, Il y a, à moins que je ne déforme vos propos, on a l'impression qu'il y a aussi des choix volontaires qui peuvent emmener des formes qui s'éloignent du cadre dit traditionnel. Oui. J'ai parlé avec un jeune qui a dit quelque chose qui a été pour moi en tout cas une immense surprise. C'est un jeune qui doit avoir, je pense qu'il se reconnaîtra peut-être, sauf erreur de ma part, il doit avoir aujourd'hui à peine la vingtaine, et puis il disait qu'il réfléchissait à l'adoption. Alors, ok. il n'est ni marié, ni fiancé, et il a réfléchi à ce sujet, et il a même appris qu'il est possible aujourd'hui d'adopter sans être en couple. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de mère dans cette famille-là, Mhm. s'il va au bout de ce projet. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas sain selon vous, Cynthia? Non. Pour moi, c'est pas sain quand même parce que, euh, en fait, c'est pas parce que c'est pas sain que c'est pas possible. D'accord? C'est possible, mais moi je pense quand même que c'est faut qu'on se rende compte du rôle Oui. d'une mère et de l'impact qu'elle a dans la vie de quelqu'un, du rôle d'un père et de l'impact que ça a. Donc je dis pas que quand on est dans une famille, on va dire avec papa, maman, enfant, que forcément tous les problèmes s'arrêtent, c'est pas ce que je dis, mais je pense quand même qu'il y a un impact qu'on néglige parfois ou qu'on oublie, et c'est pour ça qu'on se dit, bah, je peux le faire tout seul. Et c'est pas aussi facile que ça pour l'équilibre d'un enfant. Alors après, on n'a pas tous les On n'a pas tous éléments, les hein, éléments, c'est mais juste il a les dit exemples. qu'il voulait adopter. Alors déjà, je sais pas s'il a dit qu'il voulait adopter quand il sera en couple. Je sais pas si... C'est une réflexion qu'il était prêt à mettre en application avant toute pensée de mariage. Ok. Ok. Donc, dans le cadre vraiment d'une famille monoparentale par adoption avec juste un père adoptif. Et on ne sait pas si il a réfléchi à prévoir un contexte féminin Et ben, a priori, peut-être à terme, mais ce dans le... n'était C'était pas pas dans la. un incontournable. Ok. Alors justement, Cynthia, ben, je rebondis pour qu'on entre dans cette question du rôle de la mère. Oui. Vous avez dit, il ne faut pas négliger le rôle du père et le rôle de la mère. Tous les derniers dimanches du mois de mai, depuis Mhm. des années maintenant, on célèbre la mère, la fête des mères. Ok. C'est quoi le rôle de la mère selon vous finalement? Que ce soit la mère ou le père, il y a un rôle d'éducation. Ça, c'est pour les deux. Maintenant, je pense que la maman, bah déjà, voilà, c'est elle qui porte l'enfant. Donc, il y a une proximité déjà biologique. Donc, non? Ah Non, non, tu m'as fait douter. non, je ne voulais pas vous interrompre, mais quand on parle de nouveau Oui, modèle de famille, c'est on pas avait toutes les parlé mères, aussi, on a parlé de Oui, l'adoption, c'est on a vrai. parlé de la stérilité. Aujourd'hui, je crois Ok. que c'est un couple sur quatre Oui, qui a des beaucoup. difficultés d'enfantement. Recours bon, mère porteuse, je crois, aujourd'hui en France, que c'est GPA, pas, oui. voilà, hein, interdit c'est la pas GPA. autorisé. Certains Mm. s'expatrient pour pouvoir Ouais. le faire. Bon, je vous laisse continuer. Le rôle d'une mère. Non, mais moi je parle en tout cas, biologiquement, il y a quand même une D'accord. proximité avec, Oui. avec l'enfant. J'ai commencé à douter de si c'était vrai Hein? ce que je disais. C'est bien la mère qui est enceinte. Voilà, et voilà, donc il y a déjà un lien, il y a déjà un lien qui est quand même important. L'enfant aussi passe beaucoup de temps avec la maman. Pour le rôle du père, je trouve qu'il est aussi important, mais il a un autre impact. Donc, je pense qu'il faut pas négliger l'impact de la maman dans la vie d'un enfant, qui est, en tout cas, moi, ma maman, je rends hommage, j'en profite pour la fête des mères qui va venir, mais On salue toutes les mamans d'ailleurs qui sont en train de nous suivre. On vous souhaite une très bonne fête. effectivement, on leur fait une très bonne fête, et moi, je vois aussi l'impact que ça a dans la femme que je suis aujourd'hui, le modèle que j'ai eu de mère. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas d'autres modèles. Il n'y a pas que ma mère qui m'impacte aujourd'hui, mais ça a une place quand même prépondérante, et donc, je pense que pour le développement d'un enfant, c'est capital. Non, je suis d'accord, hein. Je pense que la majorité des personnes, quel que soit le modèle familial adopté ou privilégié, je pense que tout le monde partage le fait que un père et une mère, c'est important. Mm. Capital, ça se discute. Important, oui. Et maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que d'autres modèles
en retirant un père ou une mère et en le remplaçant ou pas par quelqu'un d'autre, est-ce que ça permet toujours à l'enfant d'être heureux? Et donc je pense qu'aujourd'hui on est dans cette époque de la société où on questionne la pertinence d'autres modèles et donc les gens testent et après je pense qu'il faut discuter avec les enfants de ces familles pour savoir si ils Effectivement. sont équilibrés, si tout va bien pour eux. Après, le débat se discute aussi parce que, en tout cas la dernière fois lorsque ça se discutait ici, il était dit que c'est pas parce qu'on vient aussi d'un modèle classique qu'on est forcément plus équilibré. On peut venir d'un modèle classique aussi et dysfonctionnel. C'est pour Donc, ça que je pense que effectivement, ce qui est prioritaire maintenant, c'est le fait que le modèle fonctionne et donne tout ce qu'un enfant a besoin. Mais s'il y a une dysfonctionnalité, donc c'est au niveau des personnes, mais pas au niveau des rôles. Et moi, je parle vraiment des rôles dans la vie d'un ouais, enfant, quoi. bah, ouais, je vois le point et je pense que du coup c'est la société dans laquelle on est fait qu'on a changé d'angle, on a changé l'approche. Oui. À la base, c'était le modèle et Mhm. donc la question ça aurait été d'adapter le modèle à l'évolution de la société, hein. Donc on était dans un modèle patriarcat Exactement. exacerbé, pardon. La question, c'était comment faire pour que la place retrouve une situation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus Mhm. conforme à les valeurs de la société. Et donc, du coup, on est arrivé à un moment charnière, je trouve, dans la société où de l'amélioration du modèle, donc savoir comment mieux gérer les rôles de chacun dans le modèle traditionnel, on est passé à l'interrogation du modèle en tant que tel. Et donc, c'est ce que je disais précédemment, les familles testent différents modèles et Après, la société aussi, elle aide pas parce que il y a une montée aussi d'un sentiment de solitude. oui, Je pense que c'est lié, je sais pas, vous me direz si je suis à côté, mais euh, les gens, voilà, se sentent vraiment seuls. Euh, voilà, est-ce que c'est dû aux écrans, est-ce que c'est dû aux réseaux sociaux? Il y a plein de sources, ouais, mais ce qui fait aussi que forcément, il y a beaucoup plus de modèles, euh, m- pas forcément monoparental, mais où les gens n'arrivent pas forcément à trouver un partenaire ou autre pour faire un modèle classique comme ça se faisait avant. oui. Donc, je crois que ça aussi, ça impacte beaucoup parce que des fois, les gens, ils veulent bien, mais ils n'ont pas la possibilité ou ils n'ont pas trouvé vraiment l'occasion, quoi. Oui, je vous rejoins. Après, je pense que c'est toutes les possibilités qui sont offertes par notre société Mhm. qui nous font arriver aujourd'hui à se dire que c'est possible. Sans citer l'ami de Samuel, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il avait en tête exactement, mais aujourd'hui, des gens arrivent à se dire, je peux faire un enfant tout seul. Et Pour moi, c'est un le problème. fait d'envisager cette réalité-là, je pense que c'est grâce ou à cause, ça dépendra d'où est-ce qu'on se place par rapport à la question, mais c'est à cause ou grâce à toutes les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. Ils ont le choix, là où c'était plus difficile sans un mari ou sans une femme de fonder une Mhm. famille, aujourd'hui c'est tout à fait envisageable de le faire de manière seule. Et donc c'est cette possibilité couplé, à mon sens, à une société de plus en plus égoïste qui est tournée vers ses besoins. Donc, Centré sur je veux soi, un voilà. enfant. Comment on fait un enfant? Non, mais c'est pas Je un cherche sens une partenaire. commercial, je comprends pas. Je peux pas en avoir. Et ben, Mhm. je peux adopter. Je peux faire de la GPA. Je peux faire, etc. Donc, c'est ce catalogue de possibilités qui fait que avoir un enfant aujourd'hui, c'est plus, ce n'est plus conditionné à être dans une famille Mais ça crée papa-maman. des enfants de plus en plus déséquilibrés, donc une société qui va mal aussi. On peut pas se réveiller un jour, j'ai envie de faire un enfant, je suis là, je suis seule, bah non, en fait. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais je sais pas, enfin, moi ça me dérange, c'est un peu comme si j'ai envie de manger une glace, je vais en manger une, bah là je veux un enfant, j'en fais un. Ouais, alors moi je suis d'accord, hein, je vous taquine là-dessus, mais pour moi, pour bien répondre à cette question, il faudrait déjà regarder au niveau des solutions qui sont proposées. Quelqu'un qui veut faire famille, qui n'a pas de solution, quelles sont les alternatives proposées La pour prière. répondre à sa solution? La prière? Samuel, je vous laisse. C'est-à-dire la prière, Cynthia. Ça dépend ce sur quoi on s'appuie. Moi, je me définis et me reconnais comme étant une chrétienne. Et je crois qu'à un moment donné, quand on n'a plus de solution, bah, faut s'adresser à celui qui a créé la famille, tout simplement. Mais pour ceux qui ne partagent pas vos convictions.
J'ai pas réponse à tout, mais en Oui. tout cas, je sais que personnellement, quand je suis dans une impasse, Mhm. parce que c'est pas forcément évident, avec justement la société dans laquelle on évolue, je me rends compte aussi des barrières qu'il peut y avoir, et parfois ça dépasse mon entendement ou ma possibilité, donc c'est ce sur quoi je me raccroche en tout cas, personnellement. Alors, merci pour votre avis. Moi, j'aimerais terminer en nous interpellant sur quelques chiffres. En préparant cette émission, je suis tombé sur des chiffres qui m'ont marqué, en réalité, qui reflètent un sentiment général déjà bien présent. Par exemple, sur la charge des femmes dans le foyer. Mhm. Ouais. Dans un contexte où les femmes ayant acquis de plus en plus de droits sociaux sont, alors, toujours pas traitées de manière égale aux hommes dans l'environnement professionnel, mais en tout cas de plus en plus actives, Mm. mais pourtant gardent une importance capitale, peut-être on en débat justement, plus importante que l'homme dans le foyer et dans l'éducation. On a par exemple 60% des femmes qui déclarent porter la charge mentale du foyer, contre 44% des hommes. On a 70%, on a 66% des femmes qui déclarent porter la charge mentale du foyer, contre 44% des hommes. Et on a 70% des tâches parentales qui sont encore réalisées principalement par les mères. Qu'est-ce que ça dit pour vous ce chiffre? Est-ce que vous avez l'impression déjà qu'il transcrit une forme de réalité? Et est-ce qu'aujourd'hui, être mère, il y avait d'autres chiffres que j'ai vus sur la dépression également. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression qu'être mère aujourd'hui, c'est un rôle qui est facile? Non, 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 non. Être mère, c'est compliqué. Je dirais même d'une manière générale, être femme dans notre société, Oui, c'est, d'ailleurs. je trouve, assez compliqué. En guise d'anecdote, j'accompagne de temps à autre mon enfant à la crèche. Je peux vous dire que je croise pas beaucoup de pères et j'en discutais Mhm. avec mes amis qui accompagnent aussi leurs enfants qui sont un peu plus grands à l'école maternelle. Pareil, le constat reste le même. Mhm. Et pour terminer dans la lignée, j'écoutais quelqu'un qui faisait une vidéo et qui disait qu'en sortie scolaire, c'est le seul homme depuis D'accord. des années De la classe. qui accompagne ses enfants. Aujourd'hui, on est dans cette société où, effectivement, malgré les droits qui ont été acquis au forceps par les femmes, force est de constater que on n'est toujours pas arrivé à un équilibre sain au niveau des familles. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est très compliqué d'être femme et d'être mère. Il y a beaucoup d'injonctions de la société. Être une bonne mère, il faut allaiter ton enfant jusqu'à un certain âge. Si tu peux pas Puis on leur allaiter, demande tout, voilà. Quand tu allaites pas, c'est un problème. Quand tu allaites, c'est voilà. un problème. Quand tu travailles pas, c'est un problème. Et quand tu travailles, c'est un problème aussi. Voilà. Donc, ouais, il y a beaucoup de pression, je pense Mhm. aussi. Et Et- puis, ça me fait penser à un certain nombre de politiciens qui disaient qui indexaient la responsabilité parentale lorsque des enfants étaient retrouvés dans des phénomènes soit Oui, de risque, oui, de Mhm. dégradation de Voilà. lieux publics, jusqu'à supprimer les aides les aides. aux familles, en disant que c'était les C'était leur parents faute. qui étaient responsables de Ouais. la mauvaise éducation de leur enfant. Je pense que ça décrit bien l'incompréhension, à mon avis, parce que sans faire de sexisme, hein, mais je pense que ce genre de proposition de loi, ça C'est sort les hommes qui le font. voilà, exactement, ça sort de la bouche d'homme, Mhm. et je pense que ça témoigne de la déconnexion de ces gens-là avec la vie de famille d'une manière générale. Il y a, euh, il y a un chiffre qui m'a frappé également. En moyenne, alors j'ai plus le chiffre exact, mais en moyenne, les femmes mères Mhm. auraient moins d'une heure par jour pour elles. Ah oui, oui, ça m'étonne pas du tout. Ouais, ça m'étonne pas. Mm, Franchement, avec tout ce qu'elles doivent faire, mm, parce que toutes les familles ne se ressemblent pas, hein, mais on a vu la tendance mhm. d'une manière générale, d'une manière majoritaire, s'occuper des enfants, s'occuper du repas, s'occuper du ménage, s'occuper de son travail, s'occuper de plaire à son mari, parce que là aussi il y a une injonction, tu prends pas soin de toi, donc c'est Mhm. normal qu'on te trompe. On vit dans Exactement. une société où je Elle pense doit que être parfaite. la femme concentre toutes les injonctions Clairement. les plus compliquées. Il y a toutes sortes de pressions, comme je disais aussi. On parle de liberté, mais finalement, quand la femme use de sa liberté, même dans l'éducation de son enfant, il y a toujours quelque chose à redire. Toujours. Il y a un modèle de ce que c'est qu'être une bonne mère. Oui. Avec voilà, les droits que les femmes ont acquis, maintenant elles travaillent, donc avec joie, bien sûr. Mais il y en a qui décident de ne pas travailler pour élever leur enfant, c'est un problème. Mhm. Donc en fait, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites aussi, et du coup, elles savent plus où se positionner, et ça crée vraiment une grosse charge mentale. Donc je pense qu'il faudrait aussi que ben, l'homme aussi, qui est père et qui partage ce foyer aussi, c'est son enfant aussi,
qui prenne aussi son rôle. Je pense qu'il y a aussi ce problème-là, même au niveau de certaines cultures, hein, où c'est pas forcément intuitif. Mhm. C'est important que, en tout cas, dans les générations qui se lèvent, ce soit différent. Eh bien, comment finir cette émission autrement que par saluer toutes les mères, une fois de plus, Mhm. les féliciter pour ce travail important qu'ils font dans la société. Et j'en profite pour saluer également la mienne à l'occasion de cette fête. Et je dis à bientôt à chacun d'entre vous, auditeurs fidèles de l'émission Grand Angle, tous les mercredis soirs, à votre rendez-vous pour décrypter l'actualité nationale, internationale et religieuse. À bientôt.